peut commencer. Alors, bonjour tout le monde. Écoutez, on va être clair. La ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale essaie de sauver la face. Elle dit qu'elle fait des aménagements. Moi, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'elle ne fait rien du tout. Elle annonce une bonification dans les prestations des plus pauvres, qui sont effectivement les personnes seules à l'aide sociale, mais comme on ne connaît absolument pas le montant des bonifications, ceci n'est pas une annonce. Donc, tout ce qu'on a, c'est que le 1er juin, la coupure va s'appliquer pour les personnes qui vont atteindre l'âge de 55 ans, c'est-à-dire que ces personnes qui normalement auraient eu une allocation supplémentaire ne l'auront pas. Et il y a 343 personnes, dit-elle, qui vont être immédiatement touchées. C'est gentil, on nous fournit les chiffres. Et ce qu'il faut dire, c'est que le mois d'après, il y en aura probablement autant, puis le mois d'après, la même chose. Et pour ce qui est des familles avec enfants, sur l'aide sociale, les enfants en bas de 5 ans, la seule chose, c'est qu'elle dit, bon, c'est vrai, c'est un peu court comme délai le mois de juin pour les rencontrer une par une et les inciter, pas les inciter, mais leur permettre de vraiment participer à une mesure d'insertion à l'emploi. Elle se donne jusqu'au 30 septembre. Bon, en fait, c'est un très maigre aménagement puisque, comme chacun sait, c'est normal, l'été, il y a des vacances. Et donc, beaucoup de personnes à l'emploi des centres locaux d'emploi seront en vacances. Donc, encore moins de personnel que d'habitude. Mais tout de même, on maintient la date du 30 septembre. En fait, là, il faut être vraiment, vraiment clair. Le gouvernement péquiste ne recule pas sur les coupes à l'aide sociale. Il les maintient. Il les maintient. Et la seule raison en est l'atteinte du déficit zéro le plus vite possible. C'est la même chose pour les coupes dans les services de garde et pour l'ensemble des services publics dans lesquels on coupe. Ça, c'est le fond de la question. Tout le reste, là, c'est de l'aménagement, c'est du cosmétique, c'est du très mauvais théâtre. Je voudrais spécifier que quand la ministre Maltais dit il y aura 700 000 emplois disponibles d'ici 2 ans, en même temps, on apprend qu'il y a 30 000 emplois de moins au Québec maintenant que dans les derniers mois. Moi, j'aimerais bien savoir, il sort d'où ce fameux chiffre de 700 000 emplois? C'est beaucoup, ça, d'ici 2 ans, premièrement. Deuxièmement, dans ces emplois, lesquels seront disponibles de façon permanente, régulière, avec des bonnes heures de travail et un salaire décent, pour des personnes qui sont en ce moment à l'aide sociale et dont on sait pertinemment que dans leur grande majorité, n'ont pas les qualifications nécessaires pour occuper un emploi décemment payé, ont besoin de mesures importantes de soutien pour le retour à l'emploi, autant au plan de l'alphabétisation, dans certains cas, terminer les études secondaires, faire des stages en emploi. Il y a de multiples façons de faire, mais je vais poser ma question autrement et très concrètement. On ouvre des emplois dans les mines en ce moment au Québec. Pensez-vous sérieusement qu'on va embaucher une femme de 55 ans dans une mine en Abitibi? C'est ça la vraie question. Et évidemment, la ministre ne pourra jamais répondre oui, parce qu'elle sait très bien que c'est pas ça la réalité. Donc, malgré ces maigres aménagements, on maintient le cap. On coupe d'abord, on ouvre les mesures ensuite. On ne sait pas si ça va marcher. On ne sait pas combien de gens vont avoir effectivement accès aux mesures d'insertion à l'emploi et on ne sait surtout pas si après, ça dure en général 6 mois, une mesure d'insertion, on ne sait pas si ces personnes trouveront du travail. On ne sait rien du tout, mais on coupe. Je voudrais signaler que la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec a présenté à la ministre un fort bon mémoire très éclairant, je vous suggère de le lire, ces dernières semaines, qui nous explique quelle est la situation réelle des familles à l'aide sociale avec des enfants de moins de 5 ans. Et il nous explique très bien que là, on est devant une multiplicité de problèmes qui font en sorte que non, c'est pas si simple de retourner à l'emploi. Et là, je parle particulièrement des mères qui, oui, ont un nouveau conjoint, qui la plupart du temps n'est pas le père des enfants, des unions qui durent assez peu longtemps. Les mères redeviennent monoparentales et là, elles auront ou non droit à une allocation de contrainte temporaire à l'emploi. Ça, la ministre ne le dit pas, bien entendu.
Et là, on va leur offrir quels emplois, avec quel salaire, avec quelles conditions. Et où sont les services de garde? Parce qu'il en faut, hein, pour les enfants de moins de 5 ans. Et là, de l'autre main, le gouvernement du Québec coupe dans les services de garde. Alors moi, ce qu'on me dit dans mon comté, c'est qu'on commence à avoir des problèmes à maintenir des services de garde de qualité avec accompagnement pour des enfants en difficulté. Non, on n'a pas assez de place pour les enfants venant de l'aide sociale qui ont droit à certaines journées gratuites. Il y a une incohérence complète dans l'action gouvernementale en ce moment au niveau de la lutte à la pauvreté. Que l'on parle d'aide sociale ou que l'on parle de services de garde. C'est incohérent. Je demande donc vraiment à la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et de la Condition féminine d'agir en bonne ministre, d'agir en ministre qui a à cœur la justice sociale. Et en même temps, à Québec solidaire, ce qu'on veut vous dire, c'est que la justice fiscale aurait aussi bien meilleur goût. Les bougons ne sont pas ceux qu'on croit. Vous le savez, il y a assez de documents qui sortent ces derniers temps sur l'évitement fiscal, sur la fraude, etc. Nous avons donc présenté cet après-midi une motion dont mon collègue va vous parler. Oui, en fait, la motion, c'était pour une première mesure, dans les mesures que nous souhaitons proposer au cours des prochaines semaines, on en a plusieurs, pour restaurer un peu la confiance du public, pour que le gouvernement, les parlementaires s'engagent de manière plus énergique là, à montrer qu'on œuvre vraiment pour la transparence et pour l'intégrité. Les gens en ont assez. Tous les jours, on apprend ce que font les bougons milliardaires pour cacher leur argent de l'impôt. Alors, la motion demandait simplement que tous les partis s'engagent à l'Assemblée nationale pour démettre immédiatement de leurs fonctions tout député, tout ministre qui aurait un compte dans une banque, dans un paradis fiscal ou dans une juridiction de complaisance où règne malheureusement le secret bancaire. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a à peine 2 heures est tombée la nouvelle en France où même le Parti socialiste a éjecté des rangs du Parti socialiste Jérôme Cahuzac. On n'a pas attendu à ce que l'enquête judiciaire sera faite. Juste sur la seule base qu'il a admis, qu'il a été révélé qu'il avait un compte dans un paradis fiscal où règne le secret bancaire, en fait en Suisse, qui est une juridiction de complaisance pour être plus exact, où règne le secret bancaire. D'abord, on a jugé bon qu'il quitte ses fonctions de ministre, et même le PS ne le tolère plus dans ses rangs. Alors, on demande au gouvernement québécois s'il est sérieux, si les autres partis, si le parti de M. Couillard est sérieux, si le parti de M. Legault est sérieux, si les partis sont sérieux dans leur volonté, qu'on arrête de pointer uniquement les entreprises de génie concept et les entreprises de construction. Le vrai problème, ou une des 2 pattes de ce problème à 2 pattes, mais une patte essentielle, c'est la corruption des élites politiques. Alors faisons le ménage, engageons-nous d'abord, toute personne qui a une fonction ministérielle ou de député et qui a un compte dans une juridiction qui est un paradis fiscal, parce qu'il n'y a pas d'autre raison d'avoir son argent dans un paradis fiscal que de vouloir échapper à l'impôt, fait qu'on le démette immédiatement de ses fonctions. Croyez-vous pas, M. Cadier, que de toute manière, si on apprenait le matin que tel ministre ou tel député ici a justement un compte dans un paradis fiscal, ne croyez pas que, sans que ce soit nécessaire que son parti lui demande, qu'il serait la pression sur lui serait trop forte pour qu'il reste en poste, non? Je ne sais pas dans les cas des députés. Je ne le sais pas. On a vu dans le cas de Tony Tomassi, qui utilisait la carte de crédit d'une compagnie qui était en conflit d'intérêts patent, puis a continué à bénéficier des privilèges ici. Longtemps, à part de ça. Et nous mettons ceci en jeu, parce que je pense que si on y regarde bien, c'est un enjeu important pour les partis. À la fois pour le gouvernement et à la fois pour l'opposition officielle. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Je comprends, mais ça veut dire que vous croyez, vous soupçonnez que certains membres de l'Assemblée nationale ont bénéficié ou bénéficient de paradis fiscaux? Je pense que nous sommes tous suffisamment au fait de l'histoire politique des récentes années et du trajectoire des principaux artisans, principaux porte-parole, pour avoir une idée que c'est important de s'engager à le faire. Non, mais M. Cadier, non, je n'ai pas fait l'affirmation que vous demandez. Ce que je sais par contre, c'est que si on veut être crédible, Monsieur Lavoie, lorsqu'on demande, on dit
On fait la chasse à la coiffeuse dans son sous-sol. On fait la chasse aux petits commerçants de mon quartier sur la rue Mont-Royal, le Café Vert, je peux le nommer là, où on crée des problèmes à tous les petits commerçants avec des milliers de dollars en coûts pour traquer le compte et le revenu de tous les commerçants, les petits et les grands, les chauffeurs de taxi, les coiffeuses, les serveurs et les petits commerçants, pendant que des milliards de dollars. Parce que si on regarde les chiffres du Offshore Leaks, ça voudrait dire, un règle de 3 pour le Québec, quelque chose de l'ordre de 25 milliards de dollars juste l'année 2010-2011. Donc 25 milliards de dollars qui échappent à la fiscalité québécoise. D'accord? Pourquoi, au minimum, pour montrer qu'on est sincère dans la lutte, les chefs de parti ne s'engagent pas à démettre de leurs fonctions n'importe qui, que ce soit leur chef, leur ministre ou leur député, qui se trouve à être révélé qu'il a un compte dans un paradis fiscal. Je reviens la semaine dernière. Mais s'il n'y a personne qui est soupçonnable, mais qui prenne l'engagement. Mais votre démarche laisse penser que vous croyez peut-être qu'il y a des gens qui, oui, sont coupables de ça. On verra, on ne le sait pas. On ne le savait pas en France. M. Cahuzac jurait que non. La motion a été déposée. Vous Oui. avez tenté de la déposer. Qui a refusé? Tout le monde. Tous les trois partis. Les trois partis. OK, donc selon vous, le fait de refuser cette motion-là, ça veut dire quoi? Mais moi, je pense que ça veut vraiment dire là, que les gens refusent de poser un geste qui peut au départ avoir une allure symbolique, mais qui est très important pour, je dirais, la santé de la démocratie au Québec. En ce moment, la population québécoise, qui est bien informée, là, voit et lit tous les jours toutes sortes de documents, de reportages, etc., qui sont assez terrifiants finalement, hein, et qui viennent décourager les gens, qui viennent leur dire que le milieu politique, là, tout parti confondu, c'est pourri, que ce soit au Québec, au Canada, dans le monde, etc. Les gestes qu'on tente de poser à Québec solidaire, et c'est le premier, il y en aura d'autres, c'est pour venir dire, regardez, on n'attendra pas, M. Lavoie, la pression populaire pour exiger d'un député ou un ministre ou une ministre de démissionner parce qu'il y aurait eu des découvertes. On n'attendra pas après ça. On va être responsable, on va se dire et dire à la population, nous nous engageons nous-mêmes à faire cela. Les chefs de parti s'engagent elles-mêmes et eux-mêmes à poser ce geste s'il était découvert quelque chose, puis on n'en sait rien là, pour le moment. C'est une responsabilité qu'on doit prendre comme élite ou classe politique en ce moment. Exactement comme la communauté de journalistes internationaux qui se sont engagés dans un consortium de ne pas attendre les gouvernements et de poser des gestes concrets et de dévoiler et de dénoncer. Et je pense que c'est de notre responsabilité. Et les partis, nous disons, Monsieur Couillard, Madame Marois, Monsieur Legault, vous êtes sincère, vous voulez lutter à l'évasion fiscale, à la corruption, envoyez un premier message très clair. Quiconque sera pris les mains dans le sac à avoir un compte dans un paradis fiscal sera démis de ses fonctions immédiatement. Sans autre procès, il ira se défendre devant la Cour, devant le fisc, devant les poursuites, jusqu'à ce qu'il prouve sa probité, ou s'explique pourquoi il a ce compte-là, puis il reviendra s'il le faut. Exactement comme les Français viennent de le faire avec Cahuzac. Et je comprends le problème majeur que posent les paradis fiscaux pour la souveraineté des États. Vous nous avez déjà parlé ici du rapport de l'OCDE, entre autres. N'empêche, est-ce que, avec un tel geste, on ne créerait pas un précédent tout le moins curieux en démettant de ses fonctions un élu pour quelque chose qui n'est pas forcément illégal? Parce que c'est pas forcément illégal être dans un paradis fiscal. Et donc, est-ce que le combat que vous devriez mener, ça ne devrait pas être d'essayer de s'assurer que ce soit illégal? Puis l'un n'empêche pas l'autre. Non. L'un n'empêche pas l'autre, certainement pas. Mais en attendant ce grand projet qui, ma foi, si c'est la seule chose qu'on compte faire, serait vraiment très difficile et c'est une espérance très lointaine, malheureusement, ben, commençons. Les partis, il n'y a personne qui empêche un parti d'adopter des règles de conduite, de probité. Qui est pas forcément... Attendez, expliquez-moi, quand bien même que ça serait... Mettons M. Cahuzac, là, qui est réputé avoir à peu près 15 millions de dollars dans un compte en Suisse. Il se peut très bien que tout cet argent-là soit rentré là en parfaite légalité. On n'attend pas de savoir si c'est légal ou pas. C'est parfaitement immoral lorsque les États sont dans la dette, ont des problèmes à boucler leur budget et font la traque aux petits commerçants et aux petits travailleurs. Et vous savez, il y a une campagne actuellement au Québec, là. Toute une campagne, tout un plat qu'on fait pour toutes sortes de gens qu'il ne faudrait pas qu'ils fraudent le fisc.
Mais commençons à démontrer nous-mêmes. Vous voulez, dans le fond, là, ce que vous voulez, c'est qu'il y ait plus de transparence pour savoir si les élus ont des actifs dans des paradis fiscaux. Donc, est-ce que vous pensez que les dispositifs actuellement, les élus sont soumis de déclarer leurs intérêts? Est-ce que vous pensez qu'il y a lieu de resserrer les outils qui contraignent les parlementaires à divulguer leurs actifs pour avoir l'information concernant ce qui pourrait être dans des paradis fiscaux? La réponse, c'est oui. C'est assez amusant. J'en discutais avec Amir. J'ai rencontré personnellement, comme tous les députés, là, le commissaire au lobbyisme. C'est lui, à l'éthique. Je suis toujours mêlée. À l'éthique. Il y en a plein de commissaires. Donc, à l'éthique, il y a, je sais pas, 3 semaines à peu près. Bon, j'avais rempli mes papiers, tout ça. Disons que ma situation n'était pas très compliquée. Mais je me suis quand même rendu compte que finalement, il ne nous demande pas quelle est, par exemple, l'ampleur de nos placements, etc. Et encore bien moins, où est-ce que notre argent est placé. Autrement dit, ça, ce sont des informations que les députés, en toute légalité, là, peuvent garder pour elles et pour eux. Ce qu'on nous demande, c'est de déclarer, avec notre dernière déclaration d'impôt, les revenus tirés de nos placements. C'est tout. Alors, oui, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on reviendra avec ça. Il pourrait être tout à fait intéressant d'aller plus loin dans ce que les députés doivent effectivement déclarer au commissaire à l'éthique. Maintenant, c'est pas magique, ça. Mais c'est ça, c'est pas magique. Pensez-vous vraiment que le député va aller dire très clairement au commissaire à l'éthique, oui, j'ai 500 000 ou $1 million planqués aux îles Caïmans? Je serais un peu étonné personnellement. Et même s'il le dit, alors c'est ça. On oblige à J'ai dit, excusez-moi vite, j'ai dit d'autant plus si vous dites qu'il ne le déclare pas, ben si jamais on le découvre, donc il aura fait une fausse déclaration, ce sera encore plus fort cette contrainte-là. Je vais vous donner un exemple. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Et je n'incrimine personne. Je veux dire simplement ce qui est légal. Actuellement, c'est légal pour un médecin qui va œuvrer en Arabie Saoudite de recevoir sa rémunération dans un compte en Suisse ou dans un autre paradis fiscal. Si maintenant ce médecin qui a œuvré en Arabie Saoudite arrive à l'Assemblée nationale, puis on lui demande, le commissaire lui demande de dévoiler ses intérêts, s'il est honnête, il va déclarer qu'il a un compte, mettons, aux îles Caïmans ou en Suisse ou que sais-je, ou en Arabie Saoudite. Mais il n'y a rien dans le pouvoir donné au commissaire, d'abord, qui lui donne une quelconque autorité, une mesure de rétorsion ou une mesure de dévoilement au fisc ou même de lui reprocher quoi que ce soit. Mais est-ce que le commissaire, quand même, vous pose la question, votre compte bancaire est dans quel pays? Absolument pas. Non. Ni à moi. Non. Ni à moi. Donc là, il y a sans doute quelque chose à regarder, mais je vous rappelle encore une fois que la motion qu'on a déposée aujourd'hui, puis le fait d'en parler avec vous, c'est parce que, oui, il y a certainement des mesures à renforcer du côté du commissaire à l'éthique, mais ce qu'on voudrait envoyer comme message, c'est la toute première notion d'éthique qu'un élu devrait avoir à l'Assemblée nationale, c'est de ne pas avoir de compte dans un paradis fiscal. Comment voulez-vous que la population à qui on demande de payer des taxes et des impôts à l'État, et qui parfois se plaint qu'elle les trouve un peu élevés, surtout quand elle apprend combien d'argent combien on gaspille d'argent, comment voulez-vous que cette population ait confiance en des gens qui la représentent et qui planquent leur argent, même légalement, dans un paradis fiscal? C'est incompatible. Comme Paul Martin le faisait au niveau fédéral et qui était parfaitement immoral, même si c'était parfaitement légal. C'était immoral. Merci beaucoup de votre attention.